dans la notion de votre sanction, est-ce que l'erreur qu'on commettrait, c'est de voir la sanction sur M. Biya? Nous pensons que ça peut être un vote sanction en échelle. Non, ce n'est pas une erreur de voir la vote sanction sur M. Biya, c'est même sur lui. C'est sur sa gouvernance. C'est sa gouvernance qu'on a sanctionnée. Parce que je vois les gens faire des fuites en avant. Mais je veux quand même rappeler à certains sur le plateau. Parce qu'on pense qu'on a sanctionné certaines élites. Non, on a sanctionné la gouvernance de celui qui a été élu en 2018. Je vois des gens faire des fuites en avant ici. Ils oublient que le président a lancé l'émergence depuis l'an 2000. Ils oublient que jusqu'à date, il y a des grands projets qui se retrouvent dans la stratégie nationale de développement qui ne sont pas finalisés. Aujourd'hui, on se retrouve dans la SND 30 avec des projets qui ne seront pas finalisés et que ce sont les mêmes hommes qui accompagnent le président de la République depuis, qui sont avec lui. Quand vous analysez, vous vous rendez compte que le peuple a compris que les mêmes causes produisent les mêmes effets. Une façon de dire quoi? Si on redonne notre confiance au président de la République, certainement il va reconduire les mêmes hommes. Et comme les mêmes causes produisent les mêmes effets, de 2025 en 2032, on aura les mêmes problèmes. Ça veut dire que les problèmes qu'on a en 2025, c'est pour ça que je dis que c'est le remaniement ministériel du président de la République qui va nous faire savoir s'il y aura un changement ou pas. C'est donc la conséquence de tout ça qui a amené certaines personnes, compte tenu de son âge que Saint-Éloi Bidunga a évoqué, les incuries de gouvernance, les détournements de fonds, la gouvernance par procuration. C'est tout ça qui a amené certains Camerounais à dire qu'il faudrait qu'on essaye autre chose, même si c'est un fou entre guillemets. Et j'insiste ici en disant que, en sciences politiques, il y a ce qu'on appelle la légitimité charismatique que beaucoup de gens négligent. Vous pouvez travailler pendant 50 ans. Moi, je viens en un mois, je fais ce que vous avez fait en 50 ans. Et c'est de ça que Issa Chiroma Bakari a bénéficié. Je dis, on peut ne pas l'aimer, mais des 11 candidats, il est celui qui avait plus de charisme. Et c'est ça qui a fait que il y a certaines personnes qui décident de se greffer derrière lui. On n'a même pas salué beaucoup voté le candidat des jeunes filles. Hein. C'est donc ça en réalité. C'est donc ça en réalité qui justifie le fait que plusieurs Camerounais aient décidé justement de lui faire confiance en se disant que il pourrait justement être la solution face à la situation qu'on traverse au Cameroun. Le Camerounais pardonne beaucoup et peut tout pardonner. C'est ça? Accorder du crédit à Issa Chiroma, c'est lui accorder du pardon. J'ai envie de vous dire que moi, je ne fais pas l'analyse de cette façon. Parce que, en réalité, le responsable d'un système, c'est le président de la République. Vous prenez Paul Stéphane, vous mettez dans ce système, il aura les mêmes résultats. Parce que ce n'est pas Paul Stéphane. Mais il y en a quand même qui sortent du lot, qui se démarquent. Qui se démarquent. Dans cette équipe? Non, dans cette équipe, citez-moi un secteur qui fonctionne au Cameroun. Aucun secteur ne fonctionne parce que c'est le système qui a un problème. Si moi je cite, on va me connaître. Non, je dis, prenez Paul Stéphane, vous mettez dans le même système politique, il va vous produire des résultats médiocres. Issa Chiroma sort d'un système médiocre, donc même s'il a été médiocre, ce n'est pas de sa faute. Saint-Éloi Bidunga, quelles peuvent être les urgences aujourd'hui? On sort d'une élection avec le chiffre que nous voyons. Nous voyons cette crise qui est là, qui est visible. On ne va pas faire semblant. Ne pensez pas qu'on... Il y a quand même cette crise qui est là. Qu'est-ce qu'on peut inscrire? Le président, il prend les fonctions dans quelques jours officiellement. Les urgences pourraient être quoi? Vous savez que le mot urgence n'existe pas dans le vocabulaire du président Biya. Il a dit... Il y a le ministre des Finances. C'est lui qui a créé le plan d'urgence. Il a dit au ministre des Finances qui était en charge d'aller lire le test de la dévaluation au Sénégal à 14 h que les urgences, c'est à l'hôpital qui devait le rencontrer. Donc, les urgences, ça n'existe pas pour lui. Il y a des priorités et des priorités que nous attendons. D'abord, parce que je considère que ce qui s'est passé entre le 12 et le 27 octobre est suffisamment grave. Quand des Camerounais prennent sur eux la responsabilité de déstabiliser le Cameroun, leur propre pays, c'est suffisamment grave. Et ça ne peut pas passer inaperçu.
car le vice a toutes les audaces. L'État doit s'armer de tout le courage pour rétablir l'ordre et par tous les moyens pour que ça ne se répète plus jamais. Alors, comme des hommes ont pris sur eux la responsabilité de développer des idées qui peuvent pousser au crime, il faut les traiter en criminels. C'est urgent, ça doit se fixer dans la tête de tous les Camerounais. Plus jamais ça. Mais lorsqu'on l'aura fait, il y a quand même dans ces manifestations des revendications légitimes. Lorsqu'on l'aura donc fait, oui, on pourra donc. Il y a une impérieuse nécessité de renouvellement de l'élite politique, tant du parti au pouvoir que de l'opposition. Parce que, je vous le disais tout à l'heure, l'insolvabilité politique est générale. Et le président Biya ne pouvait pas, d'ailleurs, les résultats, si vous voyez, 53% à 3 points de la défaite, à 3 points de la majorité relative, vous comprenez que nous savons comment ça se passe dans ce pays et ce qui a pu se passer entre le 12 et aujourd'hui. Nous avons donc réussi à rééquilibrer les choses avec l'espoir que beaucoup de choses vont changer. Mais sinon, l'opposition est camerounaise. Je ne dirais pas comme a dit l'autre, qu'elle est la plus médiocre. Idiote, merci. Je ne voulais pas prononcer le mot. Non, c'était parce que je dirais que c'est l'opposition la plus corrompue. C'est même ça le mot. C'est l'opposition la plus corrompue. Il faut que le président, s'il a l'intention d'organiser une élection anticipée, il faut que cette élection soit émancipée. C'est-à-dire dénuée de tout ce qui pollue l'espace politique. Vous avez cité un là. Je peux vous dire qui est son géniteur. Donc sa présence dans les multiples consultations électorales est juste là pour essayer les gens jouent. De gonfler le chiffre. De gonfler le chiffre. Les gens jouent. Oui. Vous avez des gens qui sortent des chapeaux. On n'a même jamais entendu son nom. Même quand il était à l'école, on n'a pas appris qu'il avait été major ou brillant. Mais du coup, il est là et il réussit à trouver 30 millions pour sa candidature. Et il faut que le régime sache ils ont même trouvé plus parce que nous savons déjà pour avoir que l'opposition est une opposition de convenance. Le RDPC, le président Biya choisit ses opposants. Mais malheureusement, Issa Chiroma aura usé de la ruse, comme lui-même. Issa Chiroma était censé aller quadriller la région du Nord et de l'Adamawa pour le compte du RDPC. Tout à fait. Pour empêcher Cabral Libi et Maurice Kamto d'émerger, pour que le RDPC ne se retrouve pas en difficulté. Malheureusement, Issa Chiroma, comme pour d'autres qu'on avait choisis pour venir dans l'arène politique, au cas où Franck Biya serait le candidat du RDPC pour l'accompagner. On a choisi 2 jeunes et le trio là était irrésistible. Mais malheureusement, le président s'est rendu compte que son fils ne pouvait pas faire l'affaire. Et on sait comment on a payé leur caution. Ils viennent, ils gueulent sur le plateau, ils grondent des limbilobés. Ce n'est pas sérieux. C'est pas sérieux, merci. Alors, il faut qu'ils nous balaient. Merci. Ils nous balaient. La chanson dit quoi? Je prends quoi? Je balais. Et je balais. Et je balais. Paul Biya, balais. C'est au président de balayer Paul Stéphane, l'opposition. Au lendemain de la prise de pouvoir, est-ce qu'il y a des urgences ou des priorités? Je pense que la priorité du président de la République, c'est de mettre les bases, fixer les bases d'une transition. Parce qu'en réalité, quand vous analysez, il y a beaucoup de choses à faire au Cameroun. Et ça commence déjà par un réaménagement ministériel. Parce qu'il y a une différence. Un remaniement. Un réaménagement. Permettez-moi. C'est petit. Permettez-moi. Qu'il explique, puis vous allez rebondir. Dans le réaménagement, même le Premier ministre, parfois on lui demande même de démissionner. C'est pour ça qu'on parle de réaménager.
Parce qu'il faut pratiquement tout changer. Ses collaborateurs en réalité. En réalité, il faudrait que le président de la République change au moins 90% de ses collaborateurs. 90%. Je suis très sérieux quand je le dis. Balai, ça. Je suis très sérieux. Et en le faisant, il doit intégrer ce qu'on appelle la transition générationnelle que lui-même il vante depuis. Et je vais rappeler ici que quand on parle des générations, c'est au moins 25 ans. Ça veut dire que tous ceux qui ont plus de 60 ans ne doivent pas faire partie du prochain gouvernement. Parce que l'avenir du Cameroun, ce n'est pas avec eux. Il doit intégrer ça. Son deuxième chantier, c'est ce que j'appelle la réforme du projet civilisationnel camerounais. Le Cameroun n'a pas un projet civilisationnel. Je prends un exemple. Aujourd'hui, dans la Constitution, on vous dit que c'est l'État unitaire décentralisé. Et dans l'article 64, on vous dit qu'on ne change pas la forme de l'État. Mais vous avez quand même des partis politiques qui ont des projets de fédéralisme. Oui. Ça pose un problème de fond. Tout à fait. Ça veut dire que le parti qui a un projet de fédéralisme, son projet est anticonstitutionnel. Tout à fait. Voilà les grands chantiers du président de la République. La réforme des institutions, parce qu'il doit nous laisser avec des institutions fortes, qui inspirent confiance, de telle sorte que même s'il n'est plus là ou qu'il démissionnait, qu'on accorde une certaine crédibilité à l'élection qui serait organisée. Voilà en réalité les vrais chantiers. Et pour réaliser ces chantiers, il faut au président de la République une nouvelle classe politique. Ce ne sont pas ceux qui sont là qui peuvent permettre à ce que le président réalise ces chantiers-là. Pour moi, voilà en réalité. Et un autre aspect, tendre la main. Parce que la démocratie est un régime de consensus. Et généralement, ce sont les forts qui tendent la main. Parce qu'il ne peut pas faire ça tout seul. Il doit tendre la main même à l'opposition. Parce que s'il faut adopter un code électoral consensuel, il faut travailler avec l'opposition et la société civile. S'il faut réformer la Constitution pour qu'elle soit consensuelle, il faut la faire avec l'opposition et la société civile et même les intellectuels. Donc moi je dirais que le premier grand chantier, je sors par là, c'est que le président de la République doit renouveler la classe politique à 90%. Et le peuple doit l'accompagner en faisant quoi? En renouvelant également l'opposition. Parce qu'on est fatigué de cette vieille opposition-là, justement, qui marchande derrière nos dos. Est-ce qu'il y en a aujourd'hui qui peuvent déjà être considérés comme en agonie? Parce que la mort politique, pour cela, est en train de s'annoncer. Moi, je vais me permettre de citer. Par exemple, en réalité, Bello Bouba Maïgadi n'a plus sa place dans l'opposition. Ça, il faut être vrai. Et je suis de ceux qui pensent également que le professeur Kamto n'a plus sa place dans l'opposition. Je suis de ceux qui pensent que Issa Tiroma n'a plus sa place dans l'opposition. Akeremouna n'a plus sa place dans l'opposition. Je suis désolé. Il n'a même jamais. Parce que, je vais vous dire pourquoi. Parce que chaque philosophie est fille de son temps. Et il faut avouer que ces hommes que je viens de citer aujourd'hui, avec tout le respect que j'ai pour eux, ils ont mené de grandes luttes. Ils ne sont pas en phase avec les réalités du Cameroun actuel. C'est pour ça que les gens comme les humains prospèrent dans les réseaux sociaux. Parce qu'en réalité, ceux qui gouvernent sont en déphasage avec des réalités actuelles. Et les commerçants qui ont votre âge. Ils n'ont pas pu anticiper. Donc c'est clair aujourd'hui que le président... Parce qu'on a compris justement dans l'encadrement de cette élection qu'il y a beaucoup de départements, beaucoup de membres de ces gouvernements-là qui n'ont pas compris qu'eux aussi, ils ont des rôles à jouer. Le Minpostel n'a pas fait parler de lui. Pourtant, on a senti qu'il y avait un besoin de la régulation, de la gestion, de l'accès aux télécommunications. Je vais peut-être vous choquer, Jean-Jacques Zé. Ils ne comprennent rien. Il y a des ministères qui n'ont pas de site internet à jour. Oui. Ils ne comprennent rien. C'est la preuve aujourd'hui que le président doit tenir compte de la transition générationnelle. Et je parle, une génération, c'est au moins 30 ans. Ça veut dire que tous ceux qui ont 70 ans là, ils ne doivent pas faire partie du gouvernement. Parce qu'ils ne comprennent pas les enjeux. C'est pour ça qu'en réalité, on a l'impression aujourd'hui que les réseaux sociaux au Cameroun, c'est la république du désordre. Parce qu'il n'y a pas de gens pour réfléchir, pour anticiper. Justement sur ces réseaux sociaux-là. Elie Bilobé, priorité, urgence, vous inscrivez quoi et quelle peut être la nature de ces priorités ou ces urgences-là?
Je voudrais que le président... En réalité, je n'attends pas grand-chose. J'ai fait les efforts lorsque les gens essayaient de mettre en place sa candidature. De dire aux gens que la place du président, c'est au repos. Il faut qu'il se repose, qu'il quitte la vie politique. Il a travaillé. C'est l'un des plus vieux fonctionnaires au monde. Il a commencé le travail à 22 ans, au sommet de l'État, en 1962. Quand il était là pour le dire. Je venais à peine. On ne nous a pas écouté. Je suis déjà retraité. Le président travaille encore. Ce n'est pas normal. Ça ne correspond même pas au mode de fonctionnement de nos sociétés. Dans nos sociétés, quand on a atteint cet âge-là, on a la couronne de sagesse. On laisse les autres travailler et éventuellement on leur apporte le savoir, la sagesse. On veut que le président continue à s'occuper des routes, à continuer à s'occuper des fonctionnaires qu'on a recrutés, s'ils sont payés normalement. Résultat, 90 000 fonctionnaires en situation irrégulière pendant des années. Le président, puisque tu nous demandes si on doit lui dire quelque chose, je vais lui dire ce que son collaborateur immédiat, le président de la Cour suprême, a dit au regard de ce que nous venons de voir dans cette campagne électorale. La démesure dans l'expression des libertés. Le premier président de la Cour suprême, en 2019, parlait déjà de la démesure, en disant que la démesure a envahi le champ des libertés au Cameroun. Regardez comment un parti politique qui a un conseiller municipal peut investir autant qu'un parti politique qui a 99 000 conseillers municipaux. Résultat, le président voit que l'article 121 du Code électoral, qui est le produit de nos luttes, parce qu'en 90, tout le monde pouvait se présenter à l'élection présidentielle à condition de payer la caution de 5 millions. On a vu en 2011, ça a donné 23 candidats. Et on a vu que lui-même a utilisé ça parce qu'il avait besoin d'une prolifération de candidatures pour que cela contribue à disperser le vote contestataire. Résultat, augmentation de la caution. Chacun pouvait prêter 5 millions quelque part, puis on lui donne 15 millions de francs pour faire la campagne. L'élection présidentielle a été comprise comme un business où on pouvait gagner 10 millions de francs en moins de 5 jours. 23 candidats. Après 2011, certains acteurs dont les gens font du Lendamjoya ont parlé au président pour lui dire que, ok, tu fais ça, mais qu'est-ce que ça donne? Il parle du projet civilisation. Quel type de civilisation nous sommes finalement? Voilà. Monsieur le Président, papa, tu es en train de partir. Qu'est-ce que tu... Toi, tu seras plus lent que 2032. Qu'est-ce que tu vas nous laisser comme type de comportement dans le champ politique? Que des partis politiques monnaient les investitures, que les gens commencent à payer, marchander les investitures, parce que de tous ces candidats qui sont là, seuls les candidats qui venaient des partis classiques, SDF, UDC, Cabral Lévy, et peut-être Chiroma et Bello. Parce que c'est des candidats qui ont des partis, qui ont des poids, qui ne peuvent pas monnayer les investitures. Donc, il faut réformer l'article 121 du Code électoral. Dans son alinéa de où on dit que le candidat est investi par un parti politique non représenté, ni à l'Assemblée, au Sénat, etc., sans mettre la proportion. Est-ce que le parti qui a un seul élu a le même poids dans l'échiquier politique qu'un parti qui en a 800?
Pourquoi les deux ont-ils la liberté de pouvoir investir un candidat à l'élection présidentielle? Si ça ne dépendait que de moi, si vous n'avez pas des élus au conseil municipal, au moins 20%, si vous n'avez pas en même temps à la représentation nationale, qu'on ne vous qualifie pas pour proposer aux candidats, aux Camerounais, un candidat de l'émission. À l'élection. On va entrer dans un temps additionnel de travail. Je vais donc vous dire, quand le premier président de la Cour suprême dit ce qu'il vient de dire, la démesure qui a envahi le champ des libertés, avec tous les discours donc que nous avons vus, on ne peut pas laisser ça continuer. Et le premier président de la Cour suprême cite le président lui-même. Papa, vous avez dit en 2011 que la liberté a ses limites et ses contraintes. On ne peut pas faire n'importe quoi ou mener un pays à l'anarchie que nous venons de voir. Au nom de la liberté. Et vous avez conclu votre propos. Cher père, vous avez dit, nous n'en avons pas le droit. Faites en sorte que ce que nous avons vu ne se reproduise plus. Que la législation s'adapte à ça. Parce que le premier président de la Cour suprême dit que c'est parce que la démesure dans l'expression des libertés, cette démesure doit faire face à la fermeté de la loi. C'est clair. La fermeté de la loi. Fermeté, rigueur de la loi. Je ne peux pas comprendre que des candidats à l'élection présidentielle soient des insurrectionnels. Qu'est-ce que ça veut dire? Que si eux ils gagnent, on est libre d'organiser aussi une insurrection contre eux. Pour qu'on soit comme au Burkina, qui ne vogue que d'insurrection en insurrection, comme au Niger, comme au Mali, jusqu'au jour où l'armée va dégager donc tous les acteurs politiques. Merci beaucoup. Merci beaucoup à Abel Elimbi Robert.